C'est seulement les gens comme moi et vous qui pensent à ce terme-là, qui disent, mais alors, notre groupe humain, notre civilisation a besoin d'enfants et de petits-enfants. Et ça, c'est absolument essentiel pour notre survie. Ça, c'est une mode de pensée qui est tout à fait étrangère à la grande majorité de Blancs. Mais cette question d'être vierge jusqu'à un âge avancé, de ne pas Mhm. se marier, oui, c'est un problème. Et en Amérique, on a un mot incel. Peut-être vous avez entendu parler. Oui, oui, je connais, bien sûr. Hein. Ouais. Célibataire involontaire. Mhm. Ah, et quand j'étais jeune, moi, enfin, c'est toujours chez les garçons, on veut pouvoir coucher avec plus de filles qui vous permettaient. Alors, ça c'est de l'ordre nature. Mais Mhm. il y avait très, très peu de gens qui n'avaient aucun succès, qui arrivaient à un âge de 20, 25 ans, peut-être plus, Oui. vierges, frustrés au point où il y a une communauté de gens qui se consolent par Internet et de temps en temps, on a un fou qui se décide, bon, moi, je vais aller tuer toutes les jolies femmes blondes que je peux trouver. Ça, Mhm. c'est déjà arrivé chez nous. Les gens qui ont été rejetés par les femmes, ils sont frustrés au point où ils vont commettre des meurtres contre les femmes. C'est un phénomène tout nouveau aux États-Unis. Et je me demande pourquoi. Et il y a la possibilité, enfin les jeunes blancs avec qui je parle, parce que je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. Mhm. Je ne drague pas les filles, je comprends, je connais vraiment pas du tout ce qui se passe. Mais apparemment, ce que disent mes jeunes compagnons, vous avez des jeunes hommes qui sont vraiment costauds, intelligents, beaux. Eux, ils couchent avec énormément de filles. Et les filles cherchent, toutes les filles apparemment cherchent à passer au moins un peu de temps avec ce genre de garçon. Mhm. Et le résultat, c'est que les gens qui sont moins attirants, moins costauds, moins beaux, eux, ils n'ont pas accès aux femmes du tout. C'est une Mhm. situation vraiment malsaine et à vrai dire, je ne connais que d'une manière abstraite parce que je ne vis pas dans ce domaine. Mais tout de même, c'est extrêmement inquiétant. Je ne sais pas quelle est la solution. Au moins, la solution serait d'avoir un sens de communauté, une réalisation qu'il y a toute une civilisation qui dépend de notre comportement. Mais ça, Mhm. c'est une état. Si vous parliez comme ça aux universitaires américaines, on vous prend comme. Quand j'étais jeune, il y avait de la promiscuité. Il y avait des gens qui couchaient avec beaucoup de monde, mais tout de même, si on rencontrait une femme et on savait qu'elle avait couché avec 50 garçons, Mhm. alors ça choquait quand même. Euh, c'est pas un trait attirant, C'était mal vu, ouais. mais très mal vu. Mais apparemment maintenant, ça passe comme peut-être normal. Mhm. Non, les rapports entre hommes et femmes, quand j'étais jeune, moi, ne pas vraiment être en face de l'impossibilité d'avoir une petite copine. Non, c'était peut-être pas impensable, mais c'est quelque chose qui arrivait très rarement à des gens vraiment mal favorisés. D'accord avec ce que vous disiez en disant que la société devait cadrer le comportement hypergamique de la femme. Et souvent, effectivement, on a développé l'endogamie, enfin l'exogamie monogamique pour contrer ce phénomène hypergame de la femme. C'est-à-dire qu'on a obligé la femme à se marier, à avoir des enfants, à être mère d'une famille, de la cellule familiale qui est la première cellule politique. Et, et c'est vrai que ça a été un phénomène essentiel parce que si on laisse se développer l'hypergamie féminine, on obtient des sociétés telles que celles qu'on voit à l'heure actuelle où 20% des hommes ont à peu près 80% du cheptel des femmes. C'est un peu une loi de Pareto en matière de séduction. Et là, il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent sur le carreau, notamment tous ces hommes dont on parle beaucoup dans les médias à l'heure actuelle, ça se fait les incels, c'est-à-dire les célibataires involontaires. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe très intéressant. C'est Dr. Ten qui en avait parlé. Je vous invite vraiment à regarder. D'ailleurs, je t'enverrai un lien, Moss. C'est qu'il disait. Ça, je porte à croire que c'est vrai. Il disait que 90% des hommes ne baisaient pas. Voilà. Que 10% des hommes baisaient 90% des femmes. Et que les 10 autres pourcents de femmes qui sont pas très
pas très jolie, ou en tout cas je dirais, pas attirante pour les autres hommes, et ben c'est les 90% d'hommes qui se la partagent pour 10%. Et en fait, c'est un petit peu, euh, je dirais pas que c'est normal, je dirais juste que ça arrivé aussi suite à la désacralisation de l'Église et du mariage. Et je pense aussi que ça a joué énormément, enfin c'est un petit détail que je voulais apporter, mais voilà, je pense sincèrement que 9 hommes sur 10 baisent une femme sur 10 et que les 10%, donc les fameux élites, hein, je dirais, peuvent se permettre d'aborder toutes les femmes. Parce qu'ils seront, et ils savent qu'ils n'ont pas de grandes chances d'avoir un refus. Voilà. Oui, et enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que quelque part, le lapsus potentiel que tu faisais en début d'émission, qui était de dire que c'était pas la libération de la femme, mais la libéralisation de la femme, et ben ce lapsus en fait prend tout son sens. On a libéralisé le marché sexuel, on a dérégulé tout ça, on a considéré que, enfin, s'il y avait un rôle de régulateur, c'était la morale d'un côté, les mœurs, les coutumes, tout ça, et de l'autre côté l'Église qui jouait ce rôle-là. Il n'y a plus d'agents de régulation du système, donc le système est complètement dérégulé, et dans un système dérégulé, dans un système libéralisé, c'est exactement comme en économie, à chaque fois qu'il y a une forme de libéralisation de l'économie, c'est toujours les mêmes qui en profitent, à savoir les plus fortunés. Quand on passe d'une sorte de société un petit peu, on va dire, régulée à une société capitaliste débridée où tout est permis et il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, etc., c'est toujours les personnes qui sont les plus riches qui en profitent. Et l'écart entre les plus riches et les plus pauvres se creuse. Et c'est exactement ce qui se passe si on veut prendre l'analogie économique par rapport à la sexualité. Les plus favorisés ont beaucoup plus d'opportunités qu'avant. Et ceux qui avaient un peu plus de mal à trouver un homme, ou une femme, ceux-là ont plus de problèmes. Et ils sont dans une forme de ce que Houellebecq appelle la misère sexuelle, techniquement. Moi, je vois un petit peu, on dévie, mais ça reste dans le thème quand même. C'est pour ça que moi, je vois que c'était bénéfique, le mariage, en tout cas, la sacralisation du mariage avec l'Église, parce que ça évitait à ces 10% d'hommes de coucher avec les 90% de femmes. Tu vois, ça arrivait quand même, hein, parce que forcément il y a toujours des dérives, mais c'était beaucoup moins impactant. Et on va dire qu'il y a eu une ère où on était très, très primitif, en l'occurrence nos anciens. Il y a une morale qui s'est installée, la religion a pris la relève et a créé une certaine régularisation. Et suite à cette dissolution de l'Église et du mariage, ce qui s'est passé, c'est que on est revenu à quelque chose qui ne devait plus revenir à la base. Donc non, franchement, moi c'est pour ça que d'ailleurs on m'avait déjà posé la question de est-ce que je suis pour l'Église en France, etc. C'était en tout cas pour moi un avantage parce que ça permettait réellement de si tu veux, contrôler. Voilà. Bah, pour moi, l'Église a joué un rôle de garde-fou quelque part. Ça a empêché les grandes dérives. 8. La lutte contre la dénatalité. Finalement, au cours de l'histoire, le problème, c'est qu'aucune des mesures qui ont été prises contre la dénatalité n'ont jamais eu aucun effet. C'est un constat assez terrible. Citation, pages 140 et 141. Toutes les mesures et lois prises contre la dénatalité n'ont aucune efficacité si elles n'espèrent réussir qu'en œuvrant par les récompenses, la contrainte, les punitions ou la violence. Les distributions de terres, de nourriture, les lois sur le mariage restent sans effet. La dénatalité, en dépit de tout ça, continue à progresser. En fait, c'est pas une question qui relève du corps, ni même du matériel, mais de l'âme. On peut faire toutes les mesures externes qu'on veut, y compris les allocations familiales, par exemple. Quand les hommes veulent plus avoir d'enfants, ils font plus d'enfants. La lutte contre la dénatalité, ça passe par lutter contre l'absence de volonté procréatrice.
la volonté d'avoir des enfants doit être réveillée chez le peuple. La vitalité, la volonté de vivre doivent se substituer à une vie amorphe et faible. C'est ça le facteur décisif. Et finalement, la vraie question, c'est comment opérer ce changement. Pour l'auteur, la seule solution, c'est un revirement spirituel, citation page 142-143. Et c'est ce revirement spirituel qui va constituer l'assise permettant de lutter contre la dénatalité. Et une fois qu'on aura le revirement spirituel en cours, on peut mettre des mesures qui vont dans ce sens et qui aideront effectivement. Mais sans le revirement spirituel, ça ne marche pas. Vous savez, il y a une période historique intéressante qu'on appelle l'Antiquité tardive. Il est vrai que la Grèce et Rome étaient arrivés à un moment où les gens ne croyaient plus. Vernon a fait remarquer qu'au moment des tragédies, des tragiques grecques, les grands Sophocle, Éschyle, Euripide, eh bien, les gens qui assistaient à ces cérémonies, car c'en était, les considéraient comme mettant en scène des personnages de fiction. On voit par exemple une chute démographique inexplicable dans l'Antiquité, tout comme aujourd'hui, qui est un symptôme très 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 préoccupant. On voit une montée d'une certaine vision individualiste qui amène alors aussi la crise du modèle familial établi, avec un nombre explosant par exemple de divorces et de remariages. On voit une crise aussi de l'aspect religieux. À Rome, vers la fin de la République, le paganisme traditionnel était devenu de moins en moins populaire et les gens s'intéressaient soit à la philosophie athéiste, plus ou moins athéiste, hellénistique. C'est peu connu, mais à la fin de l'Empire romain, les élites croyaient plus aux dieux romains. Vous aviez un courant très important qui était l'évémérisme, du nom d'un poète qui s'appelait Évémère, qui expliquait que, d'après lui, tous les dieux des mythologies gréco-romaines, etc., c'était en réalité d'anciens rois ou d'anciens personnages célèbres qui avaient été ensuite divinisés, sur lesquels on avait brodé des histoires, etc. Et ça séduisait beaucoup les élites gréco-romaines, qui ne croyaient pas du tout à toutes ces histoires, mais qui voyaient que ça c'était des récits qui s'étaient perpétrés. Donc c'est du même type, si vous voulez, que quand aujourd'hui on revient sur les phénomènes religieux en tentant de les interpréter de manière stricte, les étudier de manière scientifique, sans plus considérer les aspects religieux. Et ça, c'est la fin de la société, mais ça n'empêche pas la renaissance de nouvelles religiosités, parce qu'en même temps, à l'époque, vous avez eu l'apparition du néoplatonisme et la montée du christianisme qui est venu combler d'autres besoins de religiosité.